Mon père m'a chassé de la maison jusqu'à ce que je présente mes excuses à ses chouchous, ma sœur et son enfant. J'ai simplement répondu « Très bien ». Le lendemain matin, j'étais parti et le compte qu'ils utilisaient avec moi. Ce qui a suivi a fait s'effondrer tout leur univers. Alors installez-vous confortablement parce que je vais vous raconter l'histoire la plus absurde, la plus révoltante, la plus digne d'un mauvais téléfilm du dimanche après-midi que vous ayez jamais entendu. Je dis ça avec tout le sarcasme d'une femme qui a survécu à 28 ans dans une famille où j'étais manifestement la pièce rapportée même en étant la fille biologique du patriarche. Oui, la pièce rapportée, dans ma propre maison, avec mon propre père. Logique, non? Ah, la famille, cette institution sacrée que tout le monde glorifie jusqu'au jour où elle vous explose en pleine figure, comme une marmite à pression laissée sur le feu depuis 1997. J'avais quoi, 5 ans? 6 ans? On ne diagnostique pas le favoritisme parental à 6 ans. On le ressent, on le digère mal, on se dit que c'est comme ça dans toutes les familles, sauf que non. Sauf que dans certaines familles, la mienne en faisait partie, il y a un enfant qui brille et un enfant qui sert de faire valoir. Devinez dans quelle catégorie j'étais. Je vous laisse 3 secondes. 1, 2, 3. Je suis le faire valoir. Le fond de scène. La plante verte. La figurante dans le film, dont ma sœur était l'héroïne absolue, intouchable, adorée, célébrée à chaque repas de famille, comme si elle avait découvert la pénicilline. Ma sœur Camille. Voilà, je lui donne un prénom parce qu'elle mérite d'exister dans ce récit, même si elle prenait déjà toute la place disponible et une bonne partie de la mienne. Camille, la cadette de 2 ans, la préférée de papa depuis le premier jour, celle pour qui on achetait la plus grosse part de gâteau, celle dont on excusait les caprices en disant c'est une enfant sensible, celle qui pouvait rater ses examens et recevoir un câlin de consolation là où moi j'aurais reçu une leçon sur l'importance du travail. Je ne suis pas en train d'inventer, je ne suis pas en train d'exagérer par rancœur. Je suis en train de vous décrire 28 ans de dynamique familiale aussi clairement que je peux le faire en gardant un minimum de composure, ce qui, avouons-le, est déjà un exploit en soi. Donc voilà le décor. Papa, appelez-le Bernard, parce qu'il mérite d'exister dans ce récit avec toute sa splendeur patriarcale. Bernard est un homme qui aime ses enfants, vraiment. Sauf que son amour ressemble davantage à un buffet à volonté où Camille a une assiette géante et moi une petite coupelle en plastique avec un couvercle. Il m'a nourri, logé, vêtu, payé mes études. Il m'a même dit « je t'aime » de temps en temps, comme un rappel dans le calendrier. Mais il y a une différence entre aimer quelqu'un et le voir. Et Bernard, toute sa vie, a regardé à travers moi pour voir Camille qui se trouvait derrière. J'ai grandi avec cette sensation d'être transparente dans ma propre famille. Transparente au sens où ma présence n'avait pas de poids, pas de valeur propre. Je pouvais réussir, ils hochaient à moi la tête. Camille pouvait respirer, ils applaudissaient. Vous voyez la nuance? Elle a façonné chaque interaction sur 28 ans. Mais bon, jusqu'à il y a 6 mois, je vivais avec ça. Pas joyeusement, pas sans douleur, mais je vivais avec. J'avais construit ma vie à côté de cette réalité familiale. Un travail qui me plaisait. Je suis graphiste freelance, j'ai mis des années à construire ma clientèle, des années de boulot acharné dont personne dans la famille n'a vraiment compris l'ampleur parce que travailler depuis chez soi, c'est pas vraiment travailler. Selon la sagesse de Bernard, j'avais mes amis, mon appartement, voilà le sujet qui nous intéresse. Parce que là, c'est là que ça devient compliqué. Voilà ce qu'il faut savoir. Il y a 18 mois, j'ai perdu mon appartement. Propriétaire qui vend, marché immobilier impitoyable, pas les moyens de racheter. Je me suis retrouvé à chercher une solution temporaire. Bernard m'a proposé de revenir à la maison familiale le temps que je me retourne. La maison est grande. Il vit seul depuis le divorce de mes parents il y a 10 ans, il y a de la place. J'ai dit oui. J'avais tort. Pas parce que Bernard est un monstre. Il ne l'est pas. Mais parce que revenir vivre chez son père à 28 ans, quand ce père a toujours eu du mal à vous voir comme une adulte à part entière, c'est s'exposer à une régression dont on ne mesure pas l'ampleur au moment de dire oui. Et surtout, parce que Camille vivait aussi à la maison. Camille et son fils, Théo, 4 ans, né d'une relation avec un monsieur qui avait depuis longtemps pris ses distances avec toute responsabilité parentale et financière. Camille, qui était donc revenue vivre chez papa avec son enfant depuis 2 ans,
et qui avait, dans ce temps-là, transformé la maison familiale en son domaine privé, où je ne serais jamais qu'une invitée de passage, même en étant la fille de Bernard au même titre qu'elle. Voilà le tableau. On est 3 adultes, enfin 2 adultes et un enfant, à vivre dans la maison de Bernard. Et dès le premier jour, j'ai senti que je n'étais pas à ma place. Non pas parce que la maison était trop petite, mais parce que la dynamique qui s'était installée pendant les 2 ans où Camille vivait seule avec papa avait solidifié quelque chose d'exclusif dont je ne faisais pas partie et dans lequel je n'étais pas la bienvenue. Camille et Bernard avaient leurs habitudes, leurs codes, leurs blagues internes. Théo appelait son grand-père Papy Chéri et Bernard fondait avec des yeux de labrador. Et moi j'arrivais là-dedans comme un cheveu sur la soupe, avec mes cartons et mon sourire épuisé d'avance. Les premiers mois ont été supportables. Je faisais la vaisselle, je participais au repas, je jouais avec Théo même quand j'avais du boulot, parce que je suis fondamentalement quelqu'un qui essaye de faire bonne figure même quand l'intérieur commence à rouiller. Mais il y avait des choses qui me grattaient, des petites choses, des grandes choses déguisées en petites choses. Comme le fait que Camille n'avait jamais de tâches ménagères, elle a déjà assez à faire avec Théo. Ah oui, et moi, mon boulot de freelance, c'était des vacances, visiblement, ou que les décisions sur la maison se prenaient entre Bernard et Camille et m'étaient présentées après coup, naturellement, comme si ma présence dans l'équation ne leur venait pas à l'esprit. Ou encore que les abonnements communs passaient par un compte que je contribuais plus que ma part, parce que c'est comme ça que je me sentais légitime dans cet espace. J'avançais de l'argent, persuadé que ça m'achetait un peu de droit à exister. Pathétique ? Oui. Lucide maintenant ? Absolument. Le tournant s'est arrivé un samedi soir de décembre. Un repas de famille et une conversation sur les projets de Camille. Camille voulait se reconvertir. Belle idée, vraiment. Sauf que Bernard expliquait avec le plus grand naturel qu'il allait payer ses 5000 € de formation et que tant qu'elle étudierait, elle n'aurait pas à contribuer aux charges. Et là je me suis dit, très calmement, avec la politesse de quelqu'un qui pense encore que les conversations adultes peuvent se passer sans drame. Et pour moi, côté situation, on en est où ? Je veux dire, j'ai regardé des appartements, mais les loyers ont encore augmenté. Et je me demandais si on pouvait parler d'un horizon raisonnable pour... Je n'ai pas terminé ma phrase. Bernard m'a regardé avec cet air. Vous connaissez cet air, celui que font les gens quand vous dites quelque chose qui les dérange, mais qu'ils ne veulent pas admettre les déranger. Et il a dit « Tu n'es pas à la rue, Élise, on a le temps ». Et Camille a hoché la tête avec cette expression de quelqu'un qui trouve que c'est effectivement très généreux de la part de papa et qui n'a pas du tout conscience que le « on a le temps » ne s'applique manifestement pas de la même façon à nous deux. Je n'ai rien dit de plus ce soir-là. J'ai mangé mon dessert. J'ai débarrassé la table, seul comme d'habitude. Et je suis allé dans ma chambre avec le sentiment très net d'avoir été rappelé à mon rang. Mon rang de fille qui doit être pas reconnaissante de ce qu'on lui donne et qui n'a pas vraiment voix au chapitre sur les grandes décisions. Mon rang de faire valoir. Sauf que ce soir-là, quelque chose avait changé. Quelque chose de petit, mais de décisif. Un déclic. Pas une explosion. Juste un déclic silencieux dans une serrure qui avait tenu trop longtemps fermée. Les semaines suivantes, j'ai commencé à regarder les chiffres. Ce que je dépensais pour la maison, ce que je contribuais au compte commun, ce que j'achetais pour Théo, ce que je payais en courses, sans jamais demander de remboursement parce que j'avais internalisé que demander c'était être mesquine. J'ai fait la somme. Elle était très parlante. Sur 18 mois, j'avais contribué massivement et reçu en échange le droit d'habiter ma chambre d'enfance en marchant sur des œufs. Formidable marché, vraiment. J'ai aussi recommencé à chercher des appartements avec une vraie détermination. Parce que j'avais compris que tant que je serais là, rien ne changerait. Je serais toujours la 3e roue du carrosse Bernard Camille, toujours celle qui attend son tour pour exister. Et mon tour ne viendrait pas. Puis est arrivé le soir qui a tout changé. Un mardi soir banal, comme les mardis ont tendance à l'être avant de se transformer en épisode pivot. Théo avait renversé son verre de jus d'orange sur ma tablette graphique, mon outil de travail, celle qui m'a coûté 400 € et sans laquelle je ne peux pas travailler. Théo a 4 ans, je ne lui en veux pas, ce qui m'a posé problème, c'est la réaction de Camille, ou plutôt son absence de réaction. Elle a regardé la tablette trempée, elle a regardé Théo qui pleurait, et elle a dit
Oh là là, Théo, tu as fait une bêtise. Et puis, se tournant vers moi, elle est très endommagée, avec cet air de quelqu'un qui espère que la réponse sera non pour ne pas avoir à gérer les conséquences. J'ai dit, très calmement, je ne sais pas encore, mais c'est mon outil de travail, Camille. Et là, Camille a haussé les épaules, et a dit, ben c'est un accident. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Ce qu'on appelle dans le monde des adultes fonctionnels, la responsabilité. Bernard est entré avec l'air de quelqu'un qui sait déjà pour qui il va siffler. Et il a dit, en posant la main sur l'épaule de Camille, « Élise, calme-toi, c'est un enfant. » Je n'étais pas en train de crier. Je n'avais pas levé la voix. J'avais juste dit que c'était mon outil de travail. Calme-toi. Ce mot qu'on dit aux femmes qui expriment une légitime frustration pour les faire taire sans avoir à engager la conversation. J'ai dit, la tablette est peut-être morte. Elle coûtait 400 €. J'aimerais qu'on parle de comment on gère ça. Bernard a souri. Ce sourire patient quand il trouvait que je faisais un problème de rien, et a dit « On verra demain. Là, tu stresses pour rien. » Et il est retourné dans son salon. Et moi, je suis resté dans la cuisine avec ma tablette morte et la sensation d'avoir eu, une fois de plus, exactement 0 poids dans cette maison. La tablette a survécu après avoir séché 48 heures. Par miracle. Mais quelque chose en moi n'avait pas survécu. Ma patience, peut-être. Mon illusion que les choses pouvaient s'arranger si je continuais à faire preuve de bonne volonté. Le lendemain, j'ai appelé ma meilleure amie Jade. Jade qui me connaît depuis 15 ans et qui avait regardé cette situation de l'extérieur. Je lui ai tout raconté, l'incident, le calme-toi, les épaules de Camille. Et Jade m'a dit, sans prendre de gants, « Élise, tu es en train de payer pour vivre dans une maison où on te traite comme la boniche de luxe. » La boniche de luxe. Dites comme ça, j'aurais pu me braquer. Au lieu de ça, j'ai pleuré, de reconnaissance, parce que quelqu'un venait enfin de nommer la chose que j'avais du mal à nommer moi-même. La semaine suivante, j'ai trouvé un appartement. Pas idéal, un peu petit, loyer un peu élevé, mais faisable avec mon revenu qui avait augmenté depuis 6 mois grâce à 2 nouveaux clients fidèles. J'ai signé. J'ai donné mon préavis d'1 mois, ce qui était la chose correcte et adulte à faire. Et j'ai dit à Bernard que je partirais fin janvier. Sa réaction? Soulagé. Je le jure. Son premier réflexe a été d'avoir l'air soulagé avant de le cacher sous un « Oh, c'est bien !» paternel. Ce n'était pas agréable à voir, mais c'était utile. Pendant ce mois de préavis, les choses ont dégénéré progressivement. Je ne sais pas exactement pourquoi. Peut-être que maintenant que ma date de départ était connue, les masques tombaient un peu. Peut-être que Camille, qui avait compris que je partais pour de bon cette fois, avait arrêté les minimes efforts qu'elle faisait pour cohabiter poliment. Toujours est-il que les tensions montaient, des petites choses. Elle laissait traîner ses affaires dans la cuisine jusqu'à midi et s'attendait à ce que je cuisine autour. Elle répondait à mes questions avec des monosyllabes. Elle avait commencé à me donner des ordres, concernant Théo, sur un ton qui présupposait que j'étais là pour m'en occuper à sa demande. Et puis est arrivé le soir fatidique, la scène, celle qui a tout fait exploser. Camille avait invité des amis à dîner sans prévenir personne, sans demander si c'était ok, sans vérifier que j'avais peut-être des choses à faire dans les espaces communs. Elle avait juste ramené 5 personnes à 20 heures et avait commencé à cuisiner dans la grande cuisine comme si la maison lui appartenait. Ce qui, objectivement, depuis qu'elle vivait là, était ce qu'elle semblait genuinement croire. Moi j'avais une réunion client en visio importante à 20h30, depuis ma chambre. Pas la fin du monde, mais j'aurais apprécié savoir que la maison serait pleine de bruit et d'animation ce soir-là. J'ai donc demandé, poliment, si elle pouvait faire attention au niveau sonore pendant 1 heure. La réponse de Camille, un regard de côté, un sourire à ses amis, et « t'as qu'à fermer ta porte. T'as qu'à fermer ta porte pour ma réunion client professionnel dans la maison où je payais ma part. T'as qu'à fermer ta porte, j'ai fermé ma porte, j'ai fait ma réunion. » J'ai été professionnelle et souriante et compétente, comme si rien ne se passait pendant qu'on entendait rire et chanter dans la cuisine juste à côté. Après la réunion, j'avais la tête dans un étau. Je suis allé dans la cuisine pour prendre de l'eau et l'une des amies de Camille, sans mauvaise intention j'en suis sûr, a demandé qui j'étais. Camille a répondu « C'est ma sœur, elle loge ici en attendant. Elle loge ici en attendant. Dans la maison de notre père, où j'avais grandi, où j'avais passé mon bac, où j'avais des photos de moi sur les murs.
Je logeais là en attendant, j'ai dit bonsoir à tout le monde et je suis retourné dans ma chambre. Bernard était dans son bureau ce soir-là, il n'avait rien entendu ou avait fait semblant de ne rien entendre, ce qui à ce stade revenait au même. Le lendemain matin, j'ai voulu parler à Bernard, calmement, en adulte, lui dire que Camille me traitait comme une invitée de passage dans notre propre maison familiale, que c'était douloureux, que j'aurais aimé qu'il pose quelques limites. Bernard m'a écouté avec ce regard qu'il avait quand il écoutait quelqu'un parler, mais pensait déjà à comment terminer la conversation. Et quand j'ai eu fini, il a dit « Tu exagères, Élise. Camille a juste des amis. Tu es trop susceptible. Trop susceptible. Ah, la susceptibilité. Ce formidable outil rhétorique qui permet de renvoyer le problème à la personne qui l'exprime sans jamais avoir à examiner sa propre part de responsabilité. Je suis trop susceptible. Pas Camille aurait pu prévenir. Pas cette phrase était blessante. Non, moi trop susceptible. J'ai pris une respiration et j'ai dit, peut-être avec un peu plus de fermeté que d'habitude, papa, ce n'est pas une question de susceptibilité, c'est une question de respect. Et j'aimerais qu'on puisse en parler vraiment. Et là Bernard a fait quelque chose que je ne l'avais jamais vu faire aussi clairement. Il a croisé les bras, il a pris son air de père déçu. Vous savez, cet air que seuls les pères d'une certaine génération savent faire, celui qui dit « Je t'ai tout donné, et voilà comment tu me remercies » sans qu'un seul mot soit prononcé. Et il a dit « Élise, tu vas t'excuser auprès de Camille et de Théo pour l'atmosphère que tu crées dans cette maison. Tu les stresses avec ton comportement et ça se voit sur le petit. Sur Théo. Mon comportement stressait Théo. Théo qui avait l'air d'aller très bien, qui jouait dans sa chambre en chantonnant à ce moment précis, dont la sérénité d'enfant de 4 ans n'avait manifestement pas été ébranlée par ma demande de silence pendant ma réunion client. Mais dans la logique de Bernard, j'avais créé une atmosphère. Moi, pas Camille, qui invitait des gens sans prévenir. Pas la dynamique de favoritisme qui existait depuis toujours. Moi et mon comportement. Moi qui stressais le gamin chéri avec mon existence un peu trop présente. J'ai regardé mon père. J'ai regardé cet homme que j'aimais et qui, en ce moment précis, me demandait de m'excuser auprès de ma sœur et de son fils. Pour... quoi exactement? Pour avoir demandé un peu de silence? Pour avoir exprimé que je me sentais traitée comme une étrangère dans ma propre maison familiale? Pour avoir la culpabilité de ne pas être Camille et Théo, les intouchables, les irréprochables, les êtres sacrés autour de qui tout l'univers Bernard devait s'organiser. Et j'ai dit, très bien, 2 mots, juste 2 mots, dit avec un calme que je ne savais pas avoir en moi, pas de larmes, pas d'éclat, pas de plaidoyer, très bien. Bernard a eu l'air surpris. Il s'attendait probablement à une discussion, à des protestations, à ce que je finisse par céder avec plus de résistance que ça. Mais j'avais dit, très bien, et je le pensais, très bien. Je savais exactement ce que je faisais. Ce soir-là, j'ai appelé Jade. Je lui ai tout raconté et j'ai dit « Je pars demain matin. Jade, l'appartement est prêt? Moi, pas tout à fait, mais je m'en fiche. Je dormirai chez toi quelques jours si besoin. Jade, t'as besoin que je vienne t'aider à charger. Moi, j'ai très peu d'affaires ici. Je l'ai fait exprès depuis le début. Sage décision que j'avais prise en arrivant 18 mois auparavant, sans même savoir pourquoi à l'époque, ne jamais vraiment défaire mes cartons, garder mon existence facilement portable, comme si une partie de moi avait su que ce moment viendrait. Le lendemain matin, je me suis levé à 6 heures, la maison dormait. J'ai pris mes affaires, 2 valises et un sac, c'est tout. Je vous disais que j'avais gardé mes cartons chez Jade. J'ai fermé ma chambre, et puis j'ai fait une petite chose qui allait, sans que je l'anticipe pleinement à ce moment-là, déclencher une cascade de conséquences absolument délicieuses à observer de l'extérieur. J'ai sorti le compte commun. Le compte joint que Bernard avait créé pour gérer les dépenses de la maison et sur lequel je prélevais et versais depuis 18 mois. Le compte que j'avais alimenté plus que ma part pendant tout ce temps. Le compte avec lequel on payait l'abonnement Netflix, le compte à partir duquel on commandait les courses en ligne, le compte lié au compte Amazon qui permettait de commander tout ce qui était nécessaire pour la maison. J'étais co-titulaire de ce compte. Bernard l'avait proposé pour que ce soit pratique. Il avait été pratique pour eux. Il allait maintenant être pratique pour moi d'une façon différente. Je me suis retiré du compte. J'ai annulé ma contribution mensuelle automatique. J'ai changé le mot de passe du compte Amazon
à mon nom puisque j'étais la seule avec un Prime. J'ai résilié l'abonnement streaming lié à ma carte. Et j'ai laissé sur la table de cuisine un papier poli demandant le remboursement de ma part du dépôt de garantie Internet. Et je suis parti, sans bruit, sans scène, sans au revoir. À 7 heures du matin, j'étais dans le taxi qui m'emmenait chez Jade avec mes 2 valises et mon sac. Et j'avais ce sentiment étrange, mais pas désagréable d'une personne qui vient de couper quelque chose qui était en train de les étrangler depuis longtemps et qui découvre qu'ils peuvent à nouveau respirer. Je n'avais pas prévu le chaos. Vraiment pas. Je pensais partir. Qu'il serait peut-être embêté de ne plus avoir mes contributions. Que Bernard serait peut-être un peu vexé. Que ça créerait une friction dont je me remettrais avec le temps. Je n'avais pas anticipé l'ampleur de ce qui allait suivre parce que je n'avais pas pleinement réalisé à quel point mon infrastructure quotidienne, mon compte, mes abonnements, mes mots de passe, mes accès étaient devenus le système nerveux de leur fonctionnement domestique. Le premier appel de Bernard est arrivé à 10 heures du matin. J'ai laissé sonner. Il a laissé un message, ton neutre, demandant où j'étais et si tout allait bien. Le deuxième appel, à 11 heures, ton légèrement moins neutre. Le troisième, à 11h45, il ne laissait plus de message. À midi, Camille a appelé. Je n'ai pas répondu. À midi et demi, un SMS de Camille. Netflix marche plus. T'as changé quelque chose ? La poésie de ce SMS, sa pureté, sa magnificence involontaire. Netflix marche plus. T'as changé quelque chose ? Comme si ma départ à l'aube après qu'on m'ait demandé de m'excuser était une anomalie technique qui se réglait avec un mot de passe. J'ai souri, un vrai sourire. J'ai remis mon téléphone dans mon sac et j'ai bu mon café chez Jade en lui lisant le SMS. Jade a ri pendant environ 3 minutes d'affilée. Les SMS et appels ont continué tout l'après-midi. J'ai lu sans répondre. Camille qui voulait le code Netflix. Bernard qui s'inquiétait, soi-disant pour moi, mais qui mentionnait aussi le fait que le compte en ligne des courses ne marchait plus avec son ancienne connexion. Camille qui avait essayé de commander quelque chose sur Amazon et qui avait eu un accès refusé. Bernard, à 17h, avec un ton qui avait changé, moins inquiet et plus agacé. Il avait compris. Pas tout, peut-être pas les implications complètes, mais il avait compris que mon départ n'était pas un accident et que les dysfonctionnements techniques de leur quotidien y étaient liés. J'ai répondu à 19h. Un SMS à Bernard, copie à Camille. Je suis parti. Je suis bien. Les accès aux comptes et abonnements à mon nom ont été mis à jour puisque je n'habite plus là. Pour le remboursement du dépôt de garantie Internet, le papier est sur la table de cuisine. Je vous souhaite une bonne soirée. Voilà, propre, net, adulte, poli, mais sans une once de honte ou d'excuse pour ce qui venait de se passer. Les réponses n'ont pas tardé. Bernard. Élise, tu exagères. On peut parler de tout ça. Camille. C'est vraiment mesquin comme comportement. T'es sérieuse là ? Mesquin. Mes contributions pendant 18 mois n'avaient pas été mesquines. Me demander de m'excuser n'avait pas été mesquin. Me traiter d'invité temporaire dans ma propre maison familiale n'avait pas été mesquin. Mais reprendre mes propres abonnements quand je partais, ça, c'était mesquin. Fascinant. Je n'ai pas répondu ce soir-là. J'avais besoin de souffler. Le lendemain a été intéressant. Bernard avait visiblement passé la nuit à réaliser les implications pratiques de ma disparition de leur quotidien, le compte commun qu'il croyait gérer, mais sur lequel j'avais les accès principaux, les abonnements, les commandes automatiques, le fait qu'une bonne partie de l'organisation logistique de leur vie quotidienne passait par des comptes que j'avais créés et gérés parce que j'étais plus à l'aise avec ces choses-là et que ça m'avait donné un sentiment d'utilité dans cet espace qui ne me reconnaissait pas autrement. Il a rappelé à 9h. Cette fois, j'ai décroché. Bernard était dans un registre nouveau pour lui, pas exactement des excuses. Bernard ne sait pas vraiment s'excuser, il n'a pas ce logiciel installé, mais quelque chose de proche. Il reconnaissait que les choses n'avaient pas été idéales, que Camille avait peut-être manqué de tact, que ma demande d'excuses avait été mal formulée. Juste un « c'était pas parfait et on peut discuter ». Mais c'était déjà plus que ce que j'avais eu en 18 mois. Bernard a demandé maladroitement si je pouvais remettre les accès pour les courses en ligne. J'ai dit, avec la douceur d'un glacier, que maintenant que je n'habitais plus là, ça ne faisait plus partie de mes responsabilités.
Silence, et Bernard a dit, très bas, tu es en colère. Non, la colère c'est chaud et ça consume de l'énergie. Ce que je ressentais c'était de la clarté. J'ai dit, non papa, je suis juste fatigué. Les semaines suivantes ont eu leur propre texture. L'appartement était petit, pas parfait mais entièrement mien. Personne ne laissait ses affaires dans ma cuisine. Personne ne me demandait de m'excuser pour avoir existé. Il y avait une paix que je n'avais pas connue depuis 18 mois. Jade venait souvent. On cuisinait ensemble et je dormais dans mon propre lit, sans le poids constant d'une dynamique familiale toxique sur la poitrine. Du côté de Bernard et Camille, les nouvelles me parvenaient par bribes, via des SMS de Bernard, de moins en moins fréquents, mais plus sincères au fil des semaines. Apparemment, sans les systèmes que j'avais mis en place, certaines choses avaient été plus compliquées à gérer. Pas dramatiquement, ils n'allaient pas mourir sans moi. Les adultes finissent par trouver comment commander leurs courses en ligne. Mais l'atterrissage avait été moins doux qu'espéré. Et il y avait, me disait Bernard dans ses SMS maladroits, une ambiance dans la maison, depuis mon départ. Une ambiance. Je parie qu'il y en avait une. Il y a toujours une ambiance quand on retire à un système les mécanismes d'équilibre qu'il prenait pour acquis. 2 mois après mon départ, Bernard m'a invité à dîner, sans Camille. J'ai dit oui. Pas parce que j'avais oublié ou pardonné dans le sens d'une ardoise effacée, mais parce que Bernard est mon père et que j'aime mon père même quand il me déçoit, et que la colère froide s'était transformée en quelque chose qui ressemblait à de la tristesse pour ce qu'on aurait pu avoir. Ce dîner a été imparfait. Comme Bernard Lest, il n'a pas dit « j'ai eu tort de te traiter différemment de ta sœur », mais il a dit que Camille prenait beaucoup de place et que peut-être il n'avait pas assez protégé l'espace de l'autre. C'est la façon la plus indirecte du monde de reconnaître du favoritisme, mais de la part d'un homme de sa génération, c'était déjà quelque chose. Il a aussi dit qu'il était fier de moi. Et là j'ai failli pleurer, parce que j'avais attendu ces mots pendant très longtemps. Ils arrivaient un peu tard, dans un restaurant trop bruyant, dit-on de façon maladroite, mais réelle. On n'a pas tout résolu ce soir-là. La relation avec Camille reste compliquée. Elle m'en veut de l'avoir abandonnée. Ce qui est un retournement de réalité impressionnant. Mais Bernard et moi avons commencé quelque chose de différent. Une relation à deux, sans Camille en intermédiaire. Une relation où il commence, lentement, à me voir. Pas seulement comme la fille qui aide, mais comme Élise, avec ses besoins et ses forces que le favoritisme parental l'avait empêché de regarder pendant des décennies. Est-ce que tout est réglé ? Non. Est-ce que je vis dans un monde de bisounours où ma famille dysfonctionnelle est soudainement devenue une famille Hallmark? Non. Mais est-ce que j'ai mon appartement à moi, ma vie à moi, ma dignité intacte, et une relation honnête avec mon père qui se construit différemment maintenant? Oui. Et est-ce que ça a commencé par un « très bien » dit calmement dans ma cuisine à 7h du matin avant de partir avec 2 valises et un sac? Absolument. Il y a une chose que j'ai apprise dans tout ça, une seule chose simple, pas très originale, mais que j'avais mis 28 ans à vraiment comprendre dans mes os et pas seulement dans ma tête. Quand quelqu'un vous montre que vous n'avez pas de valeur à ses yeux, la chose la plus puissante que vous puissiez faire, c'est de le croire. Pas pour vous punir, pas pour vous apitoyer sur vous-même, pour vous en aller. Pas avec éclat, pas avec un discours de 20 minutes sur tout ce qu'ils ont mal fait, juste prendre ses affaires, dire « très bien » et partir. Parce que parfois, votre absence est la seule langue qu'ils comprennent vraiment. Et parfois, il faut attendre que le silence de votre départ soit assez fort pour qu'ils entendent enfin ce que votre présence n'avait jamais réussi à dire. Je suis dans mon appartement en ce moment. Il est 19h. J'ai un café, un projet client intéressant sur ma tablette graphique, qui a survécu, vous vous souvenez, et une fenêtre qui donne sur une rue que j'ai commencé à connaître et à aimer. Dans 1 heure, Jade passe pour qu'on regarde un film qu'on a choisi ensemble. Personne ne choisit Netflix à ma place ce soir. Personne ne renverse quoi que ce soit sur mon bureau. Et si quelqu'un me demande de m'excuser pour quelque chose que je n'ai pas fait, je me lève, je souris, je dis « très bien » et je pars. Parce que j'ai appris que « très bien » peut être la chose la plus libératrice du monde quand vous savez exactement ce que vous faites après.